Les vraies voix sur Sud Radio avec notre débat. Le gouvernement a découvert dans une enquête de Mediapart sur la gestion des masques par l'État pour lutter contre le coronavirus. Dysfonctionnement, impréparation, cachotterie, mensonges, tout y est. Question, Macron et Philippe sont-ils les seuls responsables de cette bérésina? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, où pour le moment c'est assez partagé. C'est un oui qui l'emporte, oui à 55%, Édouard Philippe, Emmanuel Macron, seul responsable. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Antoine Rouget est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, vous êtes journaliste, l'un des auteurs de cette enquête de Mediapart. Alors, pénurie cachée, consignes sanitaires fantaisistes, propositions d'importation négligées, stock insuffisant, entreprises privilégiées. Je le disais, tout y est dans cette enquête. Vous avez réuni des témoignages, des vidéos, des échanges de messages pour étayer votre enquête sur la gestion des masques dans cette lutte contre le coronavirus. Vous décrivez d'ailleurs la situation de janvier à nos jours. Commençons peut-être par le commencement, parce que l'on sait vraiment et que vous rappelez dans cette enquête pour Mediapart, on a peu de masques et même aucun masque FFP2 au mois de janvier quand les choses commencent à bouger un petit peu. Et là, on peut dire, pardon, mais on peut dire merci François Hollande d'abord. Écoutez, je crois qu'effectivement c'est important et d'ailleurs on le répète assez rapidement dans cet article et cette enquête qui est assez longue sur plusieurs pages. On rappelle effectivement l'état de fait du mois de janvier. En fait, je pense que sur la question de la pénurie actuelle des masques, il est important de bien cadrer le débat et de raisonner en termes de temporalité. Il y a deux temporalités. Il y en a une qui ne relève pas du gouvernement et de l'exécutif actuel, qui est finalement l'histoire du désengagement massif et constant sous les gouvernements précédents. On cite l'exemple de François Hollande, mais je pense qu'on peut remonter aussi bien en amont pour voir qu'il y a eu un désengagement progressif de l'État sur les questions sanitaires et médicales qui a fait notamment qu'on sait que la France s'est désarmée sur sa politique et sur sa gestion notamment des crises sanitaires, là où il y avait une vraie excellence, une vraie expertise. Tout ça c'est progressivement délité et je crois que l'exemple du stock de masques, donc des masques qui avaient été stockés en nombre, plusieurs centaines de millions de masques qui avaient été stockés, qui ont été et dont l'État s'est progressivement délesté, notamment sous le quinquennat de François Hollande, était effectivement aujourd'hui un exemple très révélateur de cela. Donc il y a cet état de fait en janvier, et après, nous, notre enquête, elle porte vraiment sur le comportement et l'attitude du gouvernement à partir du mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment cette tranche de 3 mois. On va dérouler tout ça, évidemment, pour bien comprendre les choses. En tout cas, et c'est pas pour dédouaner Macron et Philippe, mais en tout cas, ce ne sont pas les premiers responsables de la situation qui apparaît au mois de janvier quand on commence à se poser la question des masques, il faut quand même le rappeler. Il y a le 24 janvier. Effectivement, au mois de janvier, qui est pour la rappeler que la France n'a pas de masque FFP2, c'est-à-dire des masques à haute technicité que devrait porter le personnel soignant aujourd'hui pour se protéger du virus. Voilà, exactement. Le 24 janvier, la ministre Buzyn affirme que le risque de propagation du virus est très faible. Le gouvernement explique même que les masques sont inutiles. En fait, c'est pour cacher cette misère. C'est ça le truc. C'est effectivement l'une des conclusions de cette enquête. C'est qu'on a un discours gouvernemental en fait qui ne se base pas sur des critères sanitaires ou scientifiques, mais sur une pénurie. Et c'est-à-dire que l'état de fait et ce qu'on explique dans notre enquête et ce que vous avez rappelé, que la France n'avait pas de FFP2 en stock zéro, alors qu'il en fallait des centaines de millions au mois de janvier. Cet état de fait, il n'est pas assumé par l'exécutif actuel. C'est-à-dire que personne vient à la télévision ou à la radio nous expliquer et expliquer aux citoyens qu'il y a une difficulté en France et qu'on vient de vérifier qu'il n'y a aucun stock en réserve et qu'il faut en acheter massivement. Au lieu de ça, on dissuade les Français d'aller acheter des stocks. Ça, c'est à la fin janvier, notamment au moment des déclarations que vous avez citées d'Agnès Buzyn le 24 janvier. Pourquoi elle fait ces déclarations-là? Parce qu'il y a des alertes dans les pharmacies. Il y a beaucoup de
de citoyens lambda qui voient ce qui est en train de se passer en Chine, qui a des informations, qui voient qu'il y a des menaces de propagation en Europe, même si on n'arrive pas encore bien à connaître la virulence. Et il y a d'ailleurs des explications contradictoires, y compris dans le domaine scientifique, mais il y a des gens qui paniquent et qui vont acheter des masques. Et l'État, à ce moment-là, plutôt que de raisonner et d'expliquer la situation, va habiller son discours d'un point de vue sanitaire ou médical pour dire le port du masque ne sert à rien. Et je rajoute, et c'est important, de toute façon, si il y en a besoin, l'État est en capacité d'en fournir à l'ensemble de la population. Et ça, cette déclaration d'Agnès Buzyn du 24 janvier, elle est totalement contradictoire avec ce que vivent à ce moment-là les fonctionnaires du ministère de la Santé, dont certains sont bien conscients des problèmes qui vont se poser. Et c'est d'ailleurs... On est dans le mensonge, c'est le mensonge. Et on est dans le mensonge et surtout le mensonge répété. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez aussi du moment de février, je pense que chacun, c'est des souvenirs suffisamment récents pour que chacun puisse se replonger un peu dans ces situations-là. Moi, je me souviens très bien à titre personnel de situations au mois de février où il y avait des ministres, notamment la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, ou le nouveau ministre de la Santé Olivier Véran, qui expliquait et qui martelait à la radio ou à la télévision qu'il n'y avait aucun problème sur les stocks et qu'il ne fallait pas s'en procurer, que l'État avait des réserves d'État. On a entendu parler à ce moment-là de stocks d'État conséquents et qu'il n'y avait absolument aucun risque de pénurie. Le 18 février, Olivier Véran a rappelé à plusieurs reprises sur France Inter, le lendemain de sa prise de fonction, que la France était prête, qu'il en avait discuté avec Agnès Buzyn la veille et que tout était absolument prêt, y compris pour faire face à un possible risque pandémique. Or, à ce moment-là, nous, ce qu'on documente, c'est ce qui se passe à l'intérieur du ministère, et c'est que non seulement les stocks sont vides, mais en plus les commandes qui ont été passées, même si elles sont sous-dimensionnées, même ces commandes-là n'arrivent pas. Oui, parce que vous expliquez par exemple que l'Agence de santé publique demande dès le 30 janvier que plus d'1 million de masques soient achetés et que plusieurs semaines plus tard, il n'y a toujours pas de stock et c'est quand même assez invraisemblable. Dans cette affaire, Antione Rouget, on peut dire que la réalité c'est quoi? C'est que l'État qui craint pour ses finances, n'ose pas acheter des quantités de masques à n'en plus finir aussi. Il y a l'aspect financier qui rentre en ligne de compte dans cette histoire, quoi. On sait que ça va coûter cher et donc on ne veut pas mettre la main à la poche. Il y a quand même un peu de ça au départ. Il y a énormément de facteurs. Il y a effectivement ce marqueur-là, c'est-à-dire qu'on ne veut pas investir lourdement fin janvier sur l'achat de masques. Il y a aussi la lourdeur administrative, c'est-à-dire que c'est aussi géré par des outils et des directions qui ont parfois des injonctions contradictoires. On le voit dans l'enquête, chaque ministère fonctionne en silo, il n'y a pas de coordination. Il y a une cellule de crise qui vient extrêmement tard, et par exemple cette cellule de crise qui est créée à la fin du mois de février, elle est créée à la fin du mois de février, elle se réunit pour la première fois début mars, donc déjà on a une perte et à chaque fois on le voit, ça prend plusieurs jours, c'est lourd, les discussions n'aboutissent pas, etc. Et au mois de février, nous on a rencontré des importateurs français qui sont spécialistes du sourcing, c'est-à-dire qui sont basés en Chine, qui voient très bien ce qui se passe en Chine, qui disent toutes les grandes nations occidentales sont en train de commander en masse des masques. Il faut absolument que la France se positionne sur ce marché, qui font des offres de services, notamment auprès de la cellule de crise du gouvernement, et les mails sont pas traités, il y a des délais de réponse qui sont extrêmement lourds, etc. Donc c'est-à-dire cette mission commando qui a été théorisée comme telle par Édouard Philippe fin février, parce que l'État se rend bien compte que même le personnel soignant pourra pas faire face, et je parle même pas de la population en général, là on parle des soignants qui n'ont pas de FFP2 et qui sont confrontés au virus. Et ça, cette situation-là, au sein de l'appareil d'État, on la prévoyait dès la fin février. Donc il y a une cellule commando qui met en place et derrière ça n'aboutit pas. Et aujourd'hui on a encore des témoignages d'importateurs qui disent on a fait des offres de services sérieuses, on avait des millions de masques à vendre aux autorités françaises et en fait ces masques-là sont partis dans d'autres pays parce qu'on n'a pas eu de retour, parce que c'était lent, parce qu'il n'y a pas eu une vraie volonté politique à ce moment d'accélérer. Et c'est ce qui nous propulse aujourd'hui à la situation actuelle où on annonce une commande de 250 millions de masques, ça devient 1 milliard. J'ai entendu hier même le ministre de la Santé a annoncé 1,5 milliard. Mais c'est évident pour tout le monde que c'est bien trop tard. Oui, encore faut-il que les Américains ne nous les piquent pas sur le tarmac de l'aéroport en Chine. Et ça, c'est encore une autre histoire. Antione Rouget, vous restez avec nous évidemment. On va poursuivre le débat. Christophe Bordet.
Les vraies voix sur Sud Radio avec Chloé Nabédian, Philippe Binger, Philippe David, Philippe Rossi et notre débat qui se poursuit. La pénurie de masques en France. Le gouvernement au centre d'une enquête de Mediapart sur la gestion des masques par l'État pour lutter contre le coronavirus. Tout y est, dysfonctionnement, impréparation, cachotterie, mensonge. Et cette question que l'on vous pose, Macron et Philippe sont-ils les seuls responsables de cette bérésina sur les masques? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et le compte Twitter et Facebook d'ailleurs de Sud Radio, pour le moment, c'est toujours le oui qui l'emporte. Oui à 60%. Toujours avec nous, l'un des auteurs de cette enquête très fouillée de Mediapart, Antione Rouget. Évidemment, on vous remercie d'être là pour nous livrer le fond de ce que vous avez découvert tout au long de ce travail journalistique. J'avais envie de demander aux vraies voix ce qu'elles pensaient évidemment de ce que vous avez écrit, de ce que vous avez découvert. On a déjà entendu un peu Philippe Bilger tout à l'heure donner son avis en disant que on s'aperçoit quand même que l'administration a joué un rôle central, et vous le disiez Antione il y a quelques instants dans ce ratage, dans ces ratages même, Philippe. Cela étant, au-delà de ça, la question que l'on pose, est-ce que selon vous, le Premier ministre et le Président de la République ont quand même leurs responsabilités? Parce qu'on voit bien qu'ils ont quand même menti, que le ministre de la Santé a menti aussi par moment, que ce soit le ministre actuel ou Agnès Buzyn auparavant. Alors, Christophe, d'abord, j'ai lu l'enquête, bien sûr, que je trouve remarquable, quoi qu'on puisse en penser. Mais j'aurais simplement voulu demander à Antione Rouget l'interrogation suivante. L'épreuve d'un mensonge d'État, est-ce que le titre n'est pas un peu rude parce qu'il induit un futur post-confinement qui devra être nécessairement contentieux? Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt, comme vous l'avez dit Christophe à l'instant, du paroxysme d'un dysfonctionnement français avec une bureaucratie monstrueuse, une absence de coordination, un refus de répondre et peut-être des mensonges et des tromperies qui sont simplement destinés, mais c'est déjà beaucoup, à dissimuler l'incurie? Et le plus remarquable dans le domaine de l'incurie m'apparaît dans votre enquête Santé publique France. Qu'en pensez-vous? J'ai tendance à trouver que peut-être vous prêtez de manière un peu excessive une mauvaise foi délibérée à un pouvoir qui est plutôt gravement coupable d'amateurisme. Bah écoutez, pour vous répondre, moi je regarde seulement vraiment terre à terre la situation actuelle notamment du point de vue du personnel soignant. Il se trouve que moi, pour Mediapart, je suis au quotidien dans le cadre d'une chronique, notamment les internes qui sont donc en médecine, qui sont dans les services de réanimation aujourd'hui. Et la situation, elle est dure et elle est extrême. Et je pense que notre papier, il est titré aussi de manière dure et extrême, mais il est totalement corrélé avec la situation. Elle est extrême. Pourquoi la situation? Parce qu'il y a du personnel soignant qui est là pour mobiliser matin, midi et soir et la nuit pour essayer de venir en aide aux gens qui sont frappés par un virus inconnu, extrêmement virulent dans sa propagation et dans la manière dont il attaque les poumons des personnes, et qui sont elles-mêmes confrontées à un risque sanitaire énorme. Et ce risque sanitaire, il n'est pas... vous parliez de est-ce qu'on faisait pas de la prospective? En fait, il est immédiat. La situation, elle est actuelle. C'est pas quelque chose qu'on théorise pour le futur. Elle est d'autant plus actuelle qu'il y a déjà du personnel soignant qui est mort du virus. Il y a des gens aujourd'hui, des infirmiers, des médecins qui sont soignés, certains qui sont en service de réanimation. D'ailleurs, on commence notre article là-dessus. Les derniers chiffres de la PHP, des hôpitaux de Paris, le navire amiral de l'hôpital public en France, c'est aujourd'hui 1200 personnels soignants qui sont infectés par le virus. Et c'est des témoignages qu'on incorpore dans notre article, mais sincèrement, on en reçoit des dizaines et des dizaines de personnels soignants qui sont au contact de patients touchés ou potentiellement infectés par le Covid et qui n'ont pas les moyens de se protéger.
La réalité, c'est ça aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un scandale Ça, sanitaire. c'est vrai, vous avez raison. Non, mais Antione, vous avez Ouais. raison de dire ça. D'ailleurs, nous, on traduit cette réalité, j'ai envie de dire, tous les jours sur Sud Radio, dans nos émissions, dans les informations, etc. Je suis d'accord avec vous. Après, ce que j'entends à travers les propos de Philippe Bilger, c'est qu'effectivement, Santé publique France a quand même une responsabilité qui est quand même assez importante dans l'histoire. Voilà, des gens qui, quelque part, sont pas au point et sont pas capables, etc. Et on sait très bien que les politiques, que ce soit finalement Macron, Philippe, Véran aujourd'hui, ou d'autres hier, ou d'autres encore demain, s'ils n'y connaissent rien par rapport à un problème de santé qui se présente, ils ont besoin d'être conseillés par des gens qui normalement savent. Et finalement, personne ne sait. En fait, c'est ça qui ressort. C'est qu'en réalité, personne ne sait, donc ça va comme ça peut. Voilà. Je pense qu'il y a 3 éléments de réponse là-dessus. C'est que d'abord, depuis son élection, Emmanuel Macron a été dans le sens du désengagement de l'État dans l'hôpital public. Le deuxième élément de réponse, c'est que vous l'avez noté, depuis la fin du mois de janvier, ce dossier est traité en plus haut lieu. C'est-à-dire qu'il y avait un suivi opérationnel, y compris des missions opérationnelles, et que, je suis désolé, mais dès lors que début février, le 7 février, on commande 28 millions de masques FFP2, et que à la fin du mois de février, il y en a que 500 000 qui sont arrivés sur les 28 millions, il y a 2 responsabilités. La première, c'est de faire en sorte que les choses évoluent. Et nous, on se rend compte qu'en mars, il y a des offres d'importateurs qui arrivent, français, qui sont basés en Chine et qui disent on peut vous fournir des millions de masques, et que ces importateurs-là ne sont pas traités par l'administration. Donc ça veut dire que quand même le politique est là pour régler les dysfonctionnements. Il a prise sur la situation, enfin normalement, sinon il faut qu'on m'explique. Et l'autre élément, c'est sur la doctrine de port du masque. C'est-à-dire que le politique a maquillé une situation en expliquant et en allant jusqu'à expliquer au mois de mars encore, je cite Sibeth Ndiaye, que les Français ne savaient pas porter un masque et que c'est pour ça qu'il était inutile d'en porter. C'est vrai. C'est vrai. Vous vous rendez compte quand même de la situation. C'est-à-dire qu'on a infantilisé les gens en disant qu'ils ne pouvaient pas porter de masque, alors que c'était parce qu'il n'y avait pas de réserve. Et d'ailleurs, la preuve ultime de ça et absolue, c'est d'ailleurs ce qu'on met dans notre article. On a obtenu l'enregistrement d'une réunion avec la secrétaire d'État à l'économie Agnès Pannier-Runacher, qui demande à l'industrie textile française de se mettre en ordre de marche. D'ailleurs, elle avait commencé à le faire sans demande de l'État, parce que les CHU et les CH au niveau régional avaient sollicité l'industrie textile et le maillage existant pour essayer de produire des masques en grande quantité pour pallier aux carences de l'État. Et donc, quand elle est avec la filière textile, Agnès Pannier-Runacher, elle le dit elle-même. Elle dit il faut produire massivement parce qu'il faut qu'on arrive à sortir de cette phase de confinement, et il faut qu'on dote à ce moment-là massivement la population pour donner les masques. Donc ça veut bien dire que depuis le début, il y a une notion et tout le monde sait, y compris au plus haut sommet de l'État, que les Français doivent porter des masques. Ouais. Mais Philippe David, quel est votre sentiment ? Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est Agnès Pannier-Runacher qui dit à l'industrie textile qu'il faut produire des masques. Mais on avait un fabricant de masques en France, il s'appelait Speria, il était dans les Côtes d'Armor. En 2009, au moment de la crise du virus H1N1, ils avaient produit, accrochez-vous bien, 200 millions de masques en une année. Et entre-temps, ils ont été rachetés par un groupe américain qui s'appelle Honeywell, qui a envoyé l'usine, vous savez où ? En Tunisie. Au moment de la fermeture de l'usine, les syndicats ont écrit à Emmanuel Macron, qui était juste président de la République, c'était en 2018, et à Bruno Le Maire. Est-ce que vous savez quelle a été l'attitude d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire ? On s'en fout. Ils n'ont jamais répondu. Ils n'ont jamais répondu parce qu'ils s'en foutaient royalement. Alors Agnès Pannier-Runacher qui va demander à l'industrie textile de produire des masques, ça aurait peut-être été bien qu'on ne laisse pas partir notre principal fabricant de masques. Et si vous voulez, pour démontrer l'idéologie de la haute fonction publique, est-ce que vous voulez que je vous lise le tweet le plus con que j'ai lu depuis longtemps ? C'est Gérard Haraud, ancien ambassadeur de France à Washington, qui a tweeté avant-hier. Alors c'était pas le 1er avril, c'était le 31 mars, donc ça allait.
Au fond, les Français rêvent du retour à la matrice originelle des années 60. Ils veulent des usines qui fassent des R4 et De Funès à la TV. C'est fini, le monde a changé. L'économie, c'est plus des bagnoles et des frigos, mais des logiciels et des algorithmes. Alors, si, l'économie, c'est aussi des frigos. J'aime bien en avoir un chez moi pour stocker ma nourriture, la bagnole pour me déplacer. Et si on avait encore des usines de masques en France et des usines de respirateurs, peut-être qu'on n'aurait pas autant de morts qu'aujourd'hui. Donc, pour le tweet le plus con, Gérard Haraud est le vainqueur, mais hors catégorie. Là, il n'y a pas de problème. Chloé Nabédian, quel est votre sentiment après les informations de Mediapart dans l'enquête dont on parle aujourd'hui ? Alors moi, je suis assez d'accord avec mes collègues. C'était d'ailleurs des points que j'avais soulignés et que je voulais d'ailleurs évoquer avec Monsieur Rouget. Alors du coup, pour essayer d'ouvrir un petit peu les choses, je voulais peut-être vous poser la question, est-ce que vous ne pensez pas, au lieu de parler de mensonges d'État, que l'État a plutôt été dans son rôle paternaliste de vouloir protéger la population d'une information qui aurait peut-être pu faire paniquer beaucoup de monde. Je ne sais pas si c'est le rôle du président de dire attention, l'économie demain va s'effondrer si jamais on ne peut pas ouvrir les crédits à tout le monde. Attention, on n'a pas assez de masques, donc personne ne sera protégé suffisamment. Je ne sais pas si c'est vraiment son rôle, alors que là, il a pris son rôle de chef paternaliste pour essayer justement de rassurer. Vous en pensez quoi ? Je pense que votre question touche à un point extrêmement intéressant qui est la question de la vérité dans le cadre de crise ou d'une crise sanitaire mondiale telle qu'on la vit aujourd'hui. Et d'ailleurs, je voudrais simplement rappeler que l'ampleur actuelle de la crise et la manière dont elle frappe l'ensemble des continents désormais n'a pas pu être anticipée sur la base originelle d'un mensonge. C'est-à-dire que c'est parce que les autorités chinoises ont caché l'existence de ce virus pendant longtemps. Les autorités chinoises, d'ailleurs, dont on entend même en France parfois, dont on loue parfois l'autoritarisme, etc. Mais il faut quand même rappeler qu'à l'origine, c'est parce que les autorités chinoises ont caché l'existence et ont d'ailleurs réprimé les lanceurs d'alerte qui parlaient du Covid dès le mois de décembre qu'on en est aujourd'hui face à une situation totalement incontrôlable. Ça pour rappeler que je pense que dans des situations de crise comme aujourd'hui, la question de la confiance dans les institutions est majeure. C'est-à-dire qu'il y a des consignes extrêmement lourdes, notamment de confinement ou demain peut-être de port du masque. Et moi j'attends le moment où dans 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines, le gouvernement demandera à tous les Français de porter un masque et exigera et peut-être sanctionnera le fait de ne pas porter de masque. C'est-à-dire qu'on pourra peut-être avoir des amendes comme dans certains pays parce que des citoyens ne portent pas de masque. Mais quelle est la cohérence de ce discours-là ? C'est-à-dire que moi je suis le farouche partisan d'un discours de vérité, y compris dans ces moments-là. Et je pense que les citoyens sont dotés intellectuellement pour comprendre des vérités et comprendre des situations. Comme Churchill, du sang, de la sueur et des larmes. Oui, on peut faire ce parallèle-là. Non, mais très sincèrement. Mais Macron n'est pas Churchill, c'est clair. Merci de le rappeler. Pour revenir à la situation. Ça, c'est votre avis. Le personnel soignant, il n'a pas attendu notre enquête pour comprendre qu'il y avait une pénurie. Et pour comprendre qu'il y avait un mensonge. Aujourd'hui, on a reçu moi j'ai reçu beaucoup de mails d'infirmiers ou d'internes ou de médecins, mais qui disaient enfin on comprend pourquoi. Mais sauf que la pénurie, elle était déjà documentée sur le terrain. C'est-à-dire que le mensonge et la défiance à l'égard des autorités, c'est pas nous qui l'avons nourri avec cette enquête. C'est pas parce que nous avons désigné le mensonge en titre de notre enquête qu'il n'existait pas. Et d'ailleurs, il était patent pour les gens sur le terrain. Je pense qu'on connaît. Tout le monde a dans son entourage aujourd'hui ou entend des témoignages de personnel soignant qui ne sont pas en sécurité face au virus. Et je crois que c'est une situation qui nous interpelle tous. Tous les jours, on en a, Antione, hein, c'est vrai, vous avez raison. Vous restez avec nous. Allez, antenne ouverte 0826 300 300, vous avez la parole. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Et Philippe d'Oloron-Sainte-Marie est avec nous. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir à toute l'équipe des Vraies Voix. Je suis content de vous avoir parce que je vous écoute régulièrement. Hein. Tout va bien pour vous Eh bien, écoutez, moi, je suis confiné, mais tout en travaillant parce que on continue à bosser. Je travaille pour une société. Vous êtes dans quel domaine Je travaille pour une entreprise qui livre Sud-Ouest, la République des Pyrénées et l'Éclair aux professionnels. D'accord. Le journal, oui. On livre
le quotidien régional. Donc pour l'instant, on continue à travailler. Sauf que là, pareil, on n'a pas de masque parce que on nous a expliqué qu'il n'y avait pas besoin de masque, qu'on n'allait pas savoir les mettre. La porte-parole du gouvernement, elle a un QI de bulot, alors elle va penser qu'on a tous des QI de bulot, qu'on sait pas mettre un masque. Pas dire ça, ouais. Si, elle nous a expliqué. Ça fait marrer Philippe David. Ça fait marrer Philippe David. C'est très méchant pour les bulots. Oui, c'est vrai, c'est dommage pour les bulots. Mais elle nous a expliqué qu'on était des glandus, qu'on n'allait pas savoir mettre un masque. Bref, de toute façon, on est devant un gouvernement d'incapables et de menteurs qui nous ont pris pour des cons. Mais de toute façon, depuis que Macron est là, il parle les Français pour des cons. Donc c'est pas nouveau. Moi, je vais vous dire, je fais une proposition à l'antenne. Là, une fois qu'on va avoir fait le décompte de tous les morts, il y a un tribunal à La Haye qui existe. Moi, je pense qu'on devrait faire comparaître nos chers politiques pour crimes contre l'humanité. On a jugé des anciens nazis, on a jugé Milosevic, parce qu'ils savaient absolument qu'ils n'avaient pas de quoi protéger les Français. Alors l'autre, il nous fait des grands discours, blablabla. Il veut se poser en père de la nation comme l'était De Gaulle. Enfin, à De Gaulle, il doit lui arriver au chewing-gum qui est collé sous la semelle de sa chaussure. Donc comme père protecteur des Français, on fait mieux. Donc moi, je propose que tous ces cons-là, il faut les juger pour crimes contre l'humanité, parce que les commissions d'enquête à l'Assemblée nationale, on n'a jamais vu les loups se manger entre eux. Donc, à part baratiner et demander des explications, on n'en saura pas plus, mais entre-temps, les gens, ils meurent. Voilà. Et moi, je travaille. Alors, on va poser... Je ne suis pas prioritaire dans mon travail, mais il n'en demeure pas moins que quand je reçois le journal qui arrive de Bordeaux, que le virus, il tient sur le papier, il a fallu qu'on pleure auprès de notre employeur pour avoir des gants. On a eu des gants, on n'a pas de masque. Alors après, pendant la tournée, bien sûr, on travaillait la nuit. Moi, je commence à 1h du matin, donc on ne rencontre pas grand monde. Mais il n'en demeure pas moins que sur le papier lui-même, on peut être contaminé. On n'a pas de masque parce qu'on vous explique que ça ne sert à rien et de toute façon, on est des glandus qu'on ne saura pas les mettre. Franchement. Ouais. Non mais c'est intéressant ce que vous dites parce que je le disais d'ailleurs hier, je le disais Philippe, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais c'est vrai que moi j'ai un peu un problème par rapport à ça. J'achète plus les journaux parce que je me dis c'est une matière sur laquelle il peut y avoir le virus, etc. Donc voilà, oui, on peut avoir peur et effectivement ne plus acheter les journaux et je les lis en ligne. Et puis voilà, je voulais juste une petite réponse quand même d'Antione qui est avec nous, journaliste à Mediapart, qui a fait l'enquête dont on parle là depuis tout à l'heure. Par rapport à ce qu'a dit Philippe. Bon, alors peut-être pas le tribunal de La Haye, mais en tout cas, à votre avis, il faudra à un moment que les questions soient posées et peut-être que les responsabilités soient établies quand même. Après tout ça. En tout cas, moi, je suis pas futurologue, je documente l'instant présent. Ouais. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a une, Vous n'êtes pas Madame Soleil. Non, il y a une colère absolument profonde, grandissante, et qu'il y a déjà des initiatives, et qu'il y a déjà des initiatives. En l'occurrence, je ne sais pas si elles aboutiront. Je ne sais pas d'ailleurs dans quel état sortira la société française et ses fractures de la situation actuelle. Mais en tout cas, il y a eu des annonces de dépôt de plainte, notamment pour la mise en danger de la vie d'autrui, du personnel soignant, devant la Cour de justice de la République, concernant notamment Agnès Buzyn ou son successeur au ministère de la Santé, Olivier Véran. Je rappelle quand même Agnès Buzyn qui a quitté le ministère de la Santé mi-février pour rejoindre la campagne municipale à Paris. Enfin, je pense que quand on revisite quand même cette séquence politique-là, c'est quand même proprement hallucinant et vertigineux. Ouais. Et il y a aussi un autre front qui est en train de s'ouvrir et qui entre en résonance avec le témoignage de cet auditeur qui concerne les personnes qui continuent à travailler, y compris dans des secteurs d'activité économique jugés non essentiels. Et on a bien vu la bataille, notamment dans le BTP, entre le ministère du Travail et la Fédération nationale du bâtiment. Oui, ou l'aéronautique aussi, l'aéronautique. Hein, ouais, tout à fait. Il y a des secteurs encore où on oblige le personnel et les employés à travailler, et là aussi il va y avoir des questions évidemment de responsabilité pénale dès lors qu'il y aura des personnes contaminées, voire des décès. Merci Antione d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio pour cette enquête de Mediapart sur la gestion de la crise autour des masques. Allez, la fin de notre débat.